À toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur les ondes d'Afro-Web. Vous êtes au bon endroit. Merci à vous tous pour votre fidélité d'écoute à votre émission. Avis de la diaspora, l'une des meilleures émissions du parc audiovisuel de la diaspora, bien sûr. Nous émettons depuis les États-Unis et nous recevons des invités de marque pour discuter des thématiques qui vous intéressent, mesdames, messieurs. La moindre chose que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est tout simplement donc de partager cette émission dans plusieurs groupes. Comme vous savez le faire, nous faisons un stream également direct sur notre page Facebook AfroWeb TV où que vous devez vous abonner. Alors également, ce sera une occasion pour vous également de participer à cette émission en composant le +1 319 462 89 79. Désormais, nous allons faire nos émissions en vue de la diaspora à partir de 13h heure de Chicago ou 19h GMT. Une occasion encore une fois pour chacun de vous de participer avec des idées que vous avez chez vous. Et aujourd'hui donc nous parlerons de l'Union africaine avec ses nouveaux défis et nous irons également au Togo pour parler de l'impact de l'association sociopolitique togolaise sur sa jeunesse. Pour ce, nous avons invité pour vous deux invités jeunes, dynamiques également, donc qui sont à nos côtés, qui sont dans nos studios et par duplex aujourd'hui. Il s'agit bien évidemment de Monsieur Gilbert Wadja, Monsieur Gilbert Wadja qui est analyste politique économiste de formation également. Monsieur Gilbert, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour à notre sœur Mabel qui est en duplex avec nous. Merci pour l'invitation encore une fois et nous sommes ravis de contribuer par nos idées au développement de l'Afrique. Merci Monsieur Wadja et d'être avec nous pour le temps que vous nous accordez aujourd'hui. Alors par duplex, nous avons une dame qui analyse beaucoup les sujets d'actualité et que nous avons convié, qu'on connaît grâce également à Dr Agbeome Kodjo, et elle fait partie donc de l'une des collaboratrices de Dr Agbeome et elle réside également du côté de la diaspora aux États-Unis. Madame Mabel Magrori, bonjour, bonsoir. Bonsoir à mon niveau, merci de m'avoir invité, merci Gilbert aussi pour participer à l'émission. Merci d'être avec nous aujourd'hui, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur puisque les dames sont très comptées parmi nos invités ici à AfroWeb TV. Vous faites partie également de l'une que nous invitons assez pour également décortiquer ou disséquer l'actualité politique, bien évidemment. Alors pour vous qui nous suivez également en Afrique ou de par le monde sur le www.afrowebtv.com, nous allons vous inviter tout simplement à inviter vos amis à cette émission, à commenter, à partager également. Et surtout donc à envoyer les liens. Nous savons et nous sommes sûrs de ce que nous faisons et nous sommes sûrs que cette émission participera au développement de l'Afrique. Le premier sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'Union africaine qui est depuis à un certain moment donné donc fait beaucoup d'activités du côté de l'Afrique et bien évidemment on en discutera dans tous ces aspects. Pour cette première partie, l'Union africaine face à ces nouveaux défis, la promotion de l'unité et de la solidarité des États africains, la coordination donc et l'intensification de la coopération de ces efforts en vue d'offrir une meilleure vie aux peuples africains. Tels sont les objectifs donc de l'Union africaine. Et bien évidemment, à sa tête aujourd'hui, le président Macky Sall, le président sénégalais qui prend de nouveaux fonctions, donc de nouvelles fonctions à la tête de l'Union africaine. Autrefois OUA, aujourd'hui Union africaine. Votre première impression là-dessus, Madame Mabel? Ouais, merci de m'avoir donné la parole. L'Union africaine, l'Organisation de l'Unité africaine traverse des crises successives. Et l'une des plus grandes crises que ce regroupement a traversé, c'était la crise libyenne. Comment peut-on laisser une coalition attaquer un pays africain sur le continent africain? Et l'Union africaine n'a rien fait pour défendre les Libyens, pour défendre Kadhafi, qui était l'un des grands, il était parmi ceux qui ont
permis l'UA de devenir ce que nous connaissons aujourd'hui, ceux qui ont voulu que l'unité africaine ait un siège, ceux qui sont derrière les grandes idées de l'Union africaine, à savoir la monnaie africaine, l'intégration africaine, la liberté de traverser les frontières sans avoir présenté une carte d'identité. Donc, depuis la crise libyenne, l'Union africaine n'est plus ce qu'elle est. Et à part la crise libyenne, il y a des crises internes comme la guerre. Imaginez que même l'Éthiopie, qui est le siège, où se trouve le siège de l'unité africaine, a des problèmes politiques. Nous avons les coups d'État successifs en Afrique, comme le coup d'État au Mali, le coup d'État au Burkina Faso, et en plus de ça, la crise économique. La crise économique, ce n'est pas seulement au Togo, il y a la vie chère. La vie chère, c'est un peu partout dans les pays du continent africain. Et en plus de ça, il y a aussi la pandémie. Vous imaginez, il y a une pandémie et les pays de l'Union africaine doivent tendre la main aux Européens, aux Américains pour se procurer un vaccin. On leur donne les vaccins et ils vaccinent la population sans vraiment vérifier que ce qu'on leur a donné n'est pas périmé. Est-ce que ça contient quand même des éléments actifs? Donc, l'Union africaine n'a pas réussi le pari dont ils se sont réunis. Je pense qu'il y a 10 ans, ils se sont réunis, ils ont fait un pari et ils ne sont pas encore arrivés à ce niveau. Donc, pour moi, en ce moment, l'Union africaine ne tient pas la route. Peut-être qu'il faut changer et créer autre chose pour la garder, mais changer la vision de l'Union africaine. Merci. Changer la vision de l'Union africaine, c'est ça, c'est selon Madame Mabel. Alors, l'Union africaine a aujourd'hui Macky Sall à sa tête. Est-ce que Macky Sall pourra relever ces défis auxquels sont confrontés déjà donc l'Union africaine avant qu'il donc ne prenne fonction? Merci beaucoup. Moi, je pense que d'abord, il faut comprendre que la responsabilité ne revient pas à un chef d'État qu'on attribue ce titre de président de l'Union africaine de pouvoir résoudre tous les problèmes sur le continent, ou en tout cas tous les pays qui font partie de l'Union africaine. La responsabilité revient à l'institution elle-même. Et moi, j'ai envie de dire que aujourd'hui, je pense qu'on pouvait encore être dans la logique de l'organisation de l'unité africaine, qui est la formule ancienne. Pourquoi je le dis? Je me dis qu'on n'est pas encore à l'étape de l'Union africaine. Parce que quand on parle de l'Union africaine, ça devrait être un visage différent de ce que l'ancienne institution présentait. L'organisation de l'unité africaine était dans la démarche de mettre en place une union. Et je pense on peut le dire officiellement qu'aujourd'hui que l'Union africaine a 20 ans, mais c'est une institution qui est vieille, ce qu'elle date depuis 1963, si je ne me trompe pas. Ça, c'est l'organisation de l'unité africaine qui était là. C'est le même schéma et que ça regroupe plus d'États. Mais aujourd'hui, cette union africaine qui n'a pas ses propres moyens d'action, et qu'est-ce qu'un président d'un pays, comme par exemple le Sénégal ou n'importe quel pays, qu'on dit, tu es aujourd'hui président de l'Union africaine, qu'est-ce qu'il peut apporter? Non, il ne peut rien faire. Ça dépend des consignes et des tests de l'institution qui est l'Union africaine elle-même, qui va permettre au chef d'État qui sera à la tête, le président en exercice de l'Union africaine aujourd'hui, de pouvoir suivre cette démarche, pouvoir suivre une feuille de route et promouvoir le développement économique de l'Afrique. Bien sûr que ça ne se limite pas seulement au développement économique, il y a des questions politiques, on parle de la démocratie, la paix et puis le développement économique. Donc, l'Union africaine elle-même, elle a beaucoup de défis, comme le mot que tu as placé est bienvenu. Il y a beaucoup de défis qui sont réservés à cette union africaine, que vraiment, à un moment donné, je commence pas à être pessimiste si vraiment ils pourront évoluer. Donc, je ne pense pas qu'un président pourra changer quelque chose véritablement quant à l'avenir de l'Union africaine.
Avant de venir donc au fait, quelles peuvent être les priorités donc de l'Union africaine à ce jour avec son nouveau président Macky Sall, Madame Mabel? Si nous prenons un petit temps pour étudier le discours de Macky Sall est plus préoccupé par le défi démocratique que le défi économique. Dans son discours, Macky Sall fait le point du fait que le continent africain est en retard en matière démocratique et il se plaint des coups d'État. Nous tous, nous savons que les Sénégalais ont toujours dit que Macky Sall vise un troisième mandat. Donc, comme l'a déjà dit mon confrère Gilbert, un seul homme ne peut pas changer l'Union africaine parce que chaque président qui va ou qui prend la direction, la présidence de l'Union africaine va avec ses propres problèmes. Aujourd'hui, la plupart des pays de la zone de l'Union africaine, surtout les anglophones, n'ont pas ce grand problème démocratique que nous avons dans la zone francophone. Mais voilà que Macky Sall ne fait que parler de la démocratie. Ce que la jeunesse africaine veut, c'est la limitation des mandats purs et simples. Beaucoup de pays dans l'Union africaine le font déjà. Tu fais 2 mandats et tu t'en vas. Mais lui parle d'un problème démocratique. Ouais, le problème. Si on limitait le mandat dans l'Union africaine, on faisait tous les pays respecter la limitation des mandats, il n'y aura pas de problème démocratique. Mais pour lui, c'est ça la priorité de l'Union africaine. Quand il y a là-bas la famine sur certains pays africains sont en train de connaître la famine. On nous parle par exemple du nord du Niger, oui, la famine sévit. Certains même du disco Togo n'aura peut-être un problème de famine par rapport à la vie chère. Quand il y a un problème de terrorisme, nous connaissons toute la crise dans le Sahel et nous connaissons aujourd'hui aussi la crise libyenne, la Libye qui est à terre permettant à nos frères d'essayer de traverser la Méditerranée qui fait des milliers de morts chaque année sur les plages européennes, mais tout ça ne préoccupe pas Macky Sall. Ce qui préoccupe Macky Sall, c'est les données démocratiques de l'Afrique et comment il doit faire pour ne pas connaître lui-même un coup d'État. Comment faire pour ne pas avoir les coups d'État militaires sur le continent africain? Comment faire pour empêcher les militaires à agir dans les pays politiquement? Donc, je ne sais pas si Macky Sall est le bien placé pour mener l'Union africaine, à la prochaine, aux prochaines étapes ou aux prochains challenges du millénaire. Parce que dans le millénaire, ce que nous voyons un peu partout dans le monde, tout le monde se préoccupe de la pandémie, tout le monde se préoccupe de l'économie. Mais Macky Sall se préoccupe plutôt de sa propre sécurité, de ne pas connaître un coup d'État sur le sol sénégalais. Oui, mais justement, il ne veut pas avoir aussi un coup d'État. Il est à quelques pas donc de son mandat, de la fin de son mandat. Est-ce qu'il pourra, est-ce que c'est pas une politique, par exemple, pour les pays africains, soit pour les présidents africains qui font partie de l'Union africaine, de pérenniser le mandat, par exemple, de Macky Sall? Est-ce qu'on pourra être, par exemple, un ancien chef d'État et être président de l'Union africaine, Monsieur Wadja? Justement, le truc est que, moi, je disais tout à l'heure, cette histoire de président ici de l'Union africaine, pour moi, ça ne veut rien dire parce que d'abord, on confie la responsabilité à des chefs d'État à qui on accorde un mandat de 5 ans. Okay, dans leur pays, leur petit pays, on leur accorde un mandat de 5 ans et peut-être ils ont encore la chance d'avoir un autre mandat de 5 ans, ce qui fait 10 ans, mais ils trouvent que c'est peu pour pouvoir changer le visage de leur pays. Vous comprenez? Et imaginez, on prend un président pour dire, ok, tu es à la tête de l'Union africaine pour 1 an. Il n'a pas pu faire grand chose dans son pays pour 10 ans. Vous pensez que en 1 an, il va faire quelque chose pour toute l'Afrique? Ça veut dire que, franchement, c'est juste une façon symbolique pour moi. Hein. C'est une façon symbolique pour dire que l'Union africaine a quand même un dirigeant, quelqu'un qui est au sommet. Sinon, quant à la réalisation ou au travail bien fait, je pense que ça doit venir des tests et des définitions de base que l'Union africaine s'est fixée. Prenons l'exemple de Kadhafi, qui, au départ, a mis clair sur table que nous voulons que l'Union africaine, on ait une libre circulation des biens et personnes
au sein de l'Union africaine. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Il a préconisé à ce que l'Afrique ait sa propre monnaie. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Vous comprenez? Donc ça, ce sont des principes de base qui n'ont pas été réalisés, qui n'ont pas été respectés. Et on se retrouve face à des individus qui viennent au sommet et dire qu'ils sont présidents de l'Union africaine et faire croire aux gens qu'ils ont la solution à un problème africain au moment où ils sont venus peut-être déballer leur propre plan politique. Ils sont venus déballer leur propre plan politique. Donc, ça ne donne pas vraiment une bonne image. Moi, je me dis, l'Union africaine devrait avoir... Je sais qu'ils ont déjà une commission, mais elle n'est pas aussi puissante. Il devrait avoir une commission de l'Union africaine qui est plus puissante, qui dirige véritablement l'Union africaine. Et pour décorer ça, on peut prendre un chef d'État, dire qu'il est président exercice de l'Union africaine. En ce moment, il représente les autres chefs d'État durant ce mandat qu'on lui accorde pour pouvoir superviser un peu les choses. Mais le travail doit être fait par des individus qui consacrent leur temps pour le travail véritable au sein de l'Union africaine, par des chefs d'État qu'on attribue cette responsabilité. Donc, au vu de ce que je disais, aujourd'hui, le défi principal de l'Union africaine, c'est une question de souveraineté. L'Union africaine a un défi de souveraineté. Ensuite, on a le défi militaire, on a le défi économique. Donc, si on n'a pas, par exemple, je disais tout à l'heure, les moyens de sa politique, on ne pourra pas véritablement s'imposer. On ne pourra pas s'imposer. Peut-être qu'on aura le temps de revenir sur cette question. Je vais développer un peu ces trois défis que je viens de mentionner et par la suite. Alors, ces trois défis, vous parlez en instant donc de la défense de la souveraineté nationale, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, nous savons, est-ce que, vu le bilan donc de l'ex-président de l'Union africaine, qui n'est autre que le président congolais, Félix Tshisekedi, comparativement au défi, le président Macky Sall pourra relever et atteindre ses objectifs assignés, Madame Babel? Le président congolais qui a pris la présidence de l'Union africaine n'a pas vraiment, dans son discours, on n'a pas vraiment vu ce qu'il a accompli pour, comment je cherchais le nom, pour améliorer l'unité africaine. Parce que le but de l'Union africaine, c'est améliorer l'unité africaine. Mais jusqu'à présent, on ne le voit pas. D'abord, le Congo même a un problème avec le Rwanda qui prend le coltan au Congo pour le vendre. Et le président congolais se plaint tout le temps de ça. Alors que normalement, si l'Union africaine existait vraiment, c'est déjà simple. Au lieu que le Rwanda va prendre avec un groupe armé le coltan congolais, on pourrait juste dire au Rwanda, faisons des négociations, mettons une usine de transformation du coton au Rwanda. Au lieu de faire la guerre chez ton voisin pour prendre son coton, tu vas juste acheter ça à petit prix. Tu vas transformer, toi tu vas vendre et tu vas nous payer un peu. Mais c'est impossible. On s'assied sur une même table pour faire ce genre de négociation. Et imaginez qu'un Paul Kagame doit prendre des ordres d'un président avec qui il ne s'entend pas. Donc l'Union africaine en elle-même est un échec et confier la gestion ou la direction de l'Union africaine au Congo aussi, c'est un très grand problème. Je pense, moi, ma proposition serait d'avoir un secrétariat, de choisir des gens qui ne sont pas responsables de leur pays, surtout responsables politiques de leur pays. Les gens qui ne prennent pas des décisions économiques dans leur pays, d'être à la tête de l'Union africaine. Des fois, quand on prend les gens de l'extérieur, ils ont une meilleure vue de ce qui se passe à l'intérieur et ils peuvent prendre les meilleures décisions. Il y a aussi cette année l'autre échec de l'Union africaine que nous tous nous avons remarqué. Il y a encore cette guerre entre l'Érythrée et puis ses voisins. Si l'Union africaine existait vraiment, mais comment les voisins peuvent être en guerre? Tu te déplaces, tu vas chez l'autre, ce n'est pas un problème. Et qui s'est dit dans ça,
dans son mandat, dans son petit mandat, il n'a pas pu régler aucun de ses problèmes. Et comme tous les présidents africains le font aujourd'hui, si tu as un problème, tu n'as pas pu trouver la solution, tu mets ça sur la Covid. Donc pour lui, la Covid a fait qu'on devait fermer les frontières. La Covid a fait qu'ils n'ont pas pu se regrouper, il fallait faire des trucs virtuels. La Covid a fait ceci, la Covid a fait cela. Et à part ça, lui-même, il a des grands défis dans son pays parce que c'est comme on le dit, c'est des présidents de leur pays. Il a tellement de défis. Il y a eu un coup d'État même raté dans son pays où il devait prendre l'avion et aller rentrer précipitamment au Congo. Il a essayé de mettre son prédécesseur en prison et c'est vraiment la débattre avec Tshisekedi. Donc, ma proposition, c'est de créer le secrétariat de l'Union africaine et permettre aux gens qui peuvent se dévouer totalement au travail de gérer l'Union africaine et de permettre cette intégration africaine dont l'Union africaine est supposée accomplir. On a vu également l'Union africaine prendre des décisions face à tout ce qui se passe au Burkina, au Mali, en Guinée. Et quelle est la lecture, en fait, quelle est votre analyse brève donc de toutes ces sanctions et que doit faire l'Union africaine face à toutes ces sanctions de la CEDEAO où l'Union africaine aussi n'est pas aussi d'accord avec ces coups d'État qui prévaut en ce moment en Afrique de l'Ouest? Monsieur Ouadja. La réponse est simple. Il faut voir l'ampleur de la situation pour comprendre que les décisions prises par que ce soit l'Union africaine ou bien d'autres institutions sous-régionales comme la CEDEAO sont bafouées par le peuple et puis beaucoup de gens, ce qui veut dire que ça ne change rien. Cette Union africaine, elle est où lorsque le Maroc et puis l'Algérie se tiraillent? Entre les pays de l'Union africaine, l'Algérie rompt sa collaboration diplomatique avec le Maroc. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait? Rien. Vous comprenez? Que dites-vous, que répondez-vous par exemple à ceux qui disent que l'Union africaine a plus de force que la CEDEAO par exemple? Il faut montrer le résultat. Il ne faut pas juste dire que les gens font des discours pour dire qu'on vient dire, bon, ils ont quelle force? Quel est le résultat? Il faut qu'on soit clair. Quel est le résultat? Depuis quand l'Union africaine est allée au Conseil de l'ONU, au Conseil de sécurité de l'ONU pour demander à ce que l'Union africaine ait un représentant au siège de l'ONU et du Conseil de sécurité de l'ONU? Ce qui veut dire que les décisions qui seront prises concernant l'Afrique seront prises par les Africains prochainement. Depuis quand l'Union africaine a fait ça? Elle est là pour la sécurité des Africains, mais elle n'est pas capable de se faire représenter au Conseil de sécurité de l'ONU. Et ce sont des pays étrangers qui représentent l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Quand on a voulu intervenir en Libye, c'est ce que la sœur Mabel disait tout à l'heure, qu'est-ce que l'Union africaine a fait? Rien. Qu'est-ce qu'elle est supposée faire? Elle est supposée faire de revendiquer sa souveraineté. C'est ce que je disais. C'est une question de souveraineté. La souveraineté, d'abord, c'est de se faire valoir sur le plan international. Et la première des choses, c'est au niveau de l'ONU. Il faut avoir une place au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, si l'Union africaine dit non, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, ça ne va pas passer. Qu'on veuille intervenir en Syrie, en Irak ou bien en Afghanistan, les Africains aussi doivent pouvoir être représentés au sein du Conseil de sécurité de l'ONU et dire nous ne sommes pas d'accord pour cette intervention et les autres pays ne vont pas intervenir. C'est comme le fait la Russie. La Russie pose son veto et puis ça passe. Ce n'est pas une question. C'est ce que l'Union africaine est censée faire aujourd'hui pour la première des choses quand je parle de souveraineté. Okay? La souveraineté encore, c'est de pouvoir se doter d'un budget pour pouvoir se financer. C'est une souveraineté ça. Il faut être souverain. Ce n'est pas seulement dire que nous sommes africains, mais pouvoir se financer, avoir une politique. L'Union africaine ne le fait pas. Je parlais d'une question sécuritaire et puis militaire. L'Union africaine n'a pas une armée stable qui a ses bases dans tous les pays de l'Afrique. On les voit partout, un peu partout, non, dans tous ces pays. C'est ce que je dis. Il faut une armée stable. Vous savez, ce qui fait la force des autres pays dans le monde, c'est l'armée. Et c'est l'armement. On a vu le Togo, par exemple, participer à des trucs de sécurité partout. Et ça, c'est dans le cadre de l'ONU. Ça, c'est dans le cadre de l'ONU. Mais je dis ceci. L'Afrique a besoin
d'un armement très sophistiqué pour se faire respecter. Les pays dans le monde aujourd'hui, quoi qu'on dise, moi je le dis toujours, c'est vrai que nous souffrons aujourd'hui, nos populations souffrent, on a besoin de manger. Quelqu'un va se dire, mais pourquoi dépenser de l'argent pour pouvoir dire qu'on cherche à avoir des bombes nucléaires ou bien faire quoi que ce soit. Mais je dis, ça c'est pour l'avenir de l'Afrique. Aujourd'hui, ce qui se passe est que les Africains n'arrivent pas à décider, les présidents africains n'arrivent pas à décider face à ces Occidentaux-là. C'est le fait qu'ils se disent que nous n'avons pas une force militaire. Nous n'avons pas une arme qui peut les effrayer. Vous imaginez, il y a un petit pays comme la Corée qui se rivalise avec un pays comme les États-Unis ou les pays européens. Ils s'en foutent pas mal d'eux. Pourquoi? Parce que la Corée du Nord est rentrée dans un processus d'armement vraiment certifié que tout le monde a peur d'elle. Elle prend ses propres décisions et on doit la respecter. C'est ce qui manque à l'Afrique. Et je me dis, si on a une Union africaine, c'était le moment pour nous aussi de pouvoir se faire valoriser. Quand nous parlons de l'armée, d'abord au sein de l'Afrique, l'Union africaine doit avoir une armée stable. Je ne parle pas d'une armée lorsqu'il y a un petit problème, on va sélectionner, toi tu nous envoies 10 personnes, toi tu nous envoies... Non, il faut une armée stable qui a des bases militaires dans chaque pays de l'Union africaine, qui assure la sécurité de l'Afrique, c'est-à-dire contre toute force extérieure. L'Union africaine ne peut pas avoir une armée basée au Togo par exemple, et la France va envoyer une base militaire pour assurer la sécurité du Togo encore. Vous comprenez? Je veux dire que ça, c'est la responsabilité de l'Union africaine. Il faut travailler sur ça. Et lorsqu'on n'a pas cette capacité, mais qui va nous respecter? Qui nous respecte d'ailleurs aujourd'hui? Qui nous respecte? La grande question se pose. Et l'éradication de toute forme de colonialisme en Afrique également reste toujours également l'un des objectifs de l'Union africaine. Sentez-vous comme si cet objectif est atteint et surtout par rapport à l'économie de l'Afrique, Madame Mabel? Oh, vraiment, l'Union africaine n'a pas atteint, comment dire, cette liberté de toute, cette protection des libertés de la population africaine. Certains même avaient proposé qu'on n'a qu'à dissoudre l'Union africaine et qu'on n'a qu'à garder les organisations sous-régionales comme la CEDEAO, parce qu'au moins, ces organismes arrivent à faire quelque chose, arrivent au moins à faire l'intégration. Imaginez qu'en Côte d'Ivoire, quand ça s'est passé entre Alassane Ouattara et comment on appelle l'ancien président, là, que j'espère de me rappeler le nom. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. C'est la France. La France s'est intervenue, s'est mis dans cette guerre-là entre deux frères qui se disent présidents d'un seul pays. Et la base militaire française a servi pendant cette guerre-là. Où était l'Union africaine? Aujourd'hui, si nous voyons le débat, ce qui se passe dans le Sahel, ce n'est pas normal qu'on peut avoir une Union africaine, une institution aussi grande qui regroupe presque 52 pays africains, 54, et on n'est même pas capable de sécuriser le Sahel et on permet à la France et à ses alliés de venir s'installer et faire ce qu'ils veulent dans le Sahel. Quand on parle de libérer l'Afrique de toute forme de colonisation, et ça veut dire qu'il faut rendre les pays africains indépendants. Mais nos pays africains ont gardé les accords des indépendances des années 1960, qui prévoient encore que le colon peut s'installer sur nos territoires. Et dans ces accords, surtout quand vous prenez l'accord des indépendances de la Côte d'Ivoire, cet accord dit très bien que les ressources ivoiriennes qui ont tout quelque chose dans le sous-sol ivoirien appartient à la France. Donc, jusqu'à présent, nous sommes encore des colonies, entre guillemets, de la France. Donc, comment peut-on protéger des anciennes colonies du colonisateur? Donc, pour libérer l'Afrique d'abord, il faut revoir ces accords coloniaux. Et les présidents africains le savent.
Mais nous tous, nous savons que chaque fois qu'un président africain s'attaque à ses accords coloniaux, s'attaque à la dette africaine, il est systématiquement assassiné. Donc, Justement, l'Union lorsqu'on africaine, on prend par exemple la dernière réunion donc, de l'Union africaine, ils avaient pris beaucoup de décisions concernant tout ce dont vous parlez à l'instant. Quelles sont les procédures à faire pour pallier à tout ce que vous dites aujourd'hui, puisqu'il ne s'agit pas seulement de mettre le couteau dans la plaie, mais d'apporter également des solutions? bon, si on voit ce que ces présidents même se sont réunis pour dire ces décisions, l'Union africaine prend des décisions, ne la respecte jamais. Où est passé le passeport africain annoncé à son phare? Où est passée la monnaie africaine? Depuis la mort de Kadhafi, personne n'en parle. Donc, voilà que nous avons dans cette histoire-là de l'Union africaine des présidents qui sont mal élus, des présidents qui ont besoin de la vague du colonisateur pour garder le pouvoir. Donc, s'ils veulent se débarrasser vraiment des bases militaires en Afrique, s'ils veulent que les pays africains retrouvent leur souveraineté et s'attaquent à ces accords coloniaux, il faut des présidents démocratiquement élus, des présidents qui sont supportés par la population et qui n'ont pas besoin d'un support international, d'un support de ces pays impérialistes pour rester au pouvoir. Et aussi le problème certains pays sont encore obligés de se tourner pour faire des prêts auprès de ces institutions qui travaillent avec les pays impérialistes. Donc selon vous, ils ne doivent pas faire de prêts. Pardon? Donc selon vous, ils ne doivent pas faire des prêts. Des prêts, quand je dis des prêts, s'endetter auprès de ces pays-là, s'endetter auprès de la France, auprès du FMI, de ces institutions-là, pour lancer des projets dans leur pays. Et pour que ces prêts soient acceptés, il faut remplir certaines conditions. Il ne faut pas être anti-français. Il ne faut pas qu'ils pensent que tu es anti quelque chose. Il faut être pour eux. Tout ce qu'ils veulent, il faut l'accepter avant qu'ils t'accordent ces prêts-là. Donc là où je veux en venir, c'est que pour vraiment libérer l'Afrique de ces bases militaires et redonner la souveraineté africaine à l'Afrique, il faut que l'intégration africaine devienne pas seulement sur les papiers, que ça soit palpable, que nous puissions permettre la libre libération, la libre circulation des personnes et de nos marchandises. Aujourd'hui, comme je l'avais déjà dit, le Rwanda n'a pas besoin d'attaquer le Congo pour avoir le coltan. On pourrait juste s'asseoir et se dire, moi je vais produire le coltan, toi tu peux le transformer. Le Ghana n'aura même pas besoin d'exporter son café cacao avant de le transformer en France ou avec Nestlé dans un autre pays. Le Ghana peut produire le café cacao et le Togo peut le transformer. Aujourd'hui, le Ghana produit le café cacao. À côté, le Togo produit le café cacao. La Côte d'Ivoire, à côté, produit le café cacao. Et nous sommes tous obligés de vendre ce même café cacao à la même personne. Qui finit par nous dire, moi, le café cacao, c'est $1 que je vais prendre le kilo. C'est 300 francs CFA que je vais prendre le kilo. Et on se bat pour vendre ça parce que si tu ne le vends pas, alors que doit faire l'Union africaine? Qu'est-ce que vous proposez? Donc, c'est ce que j'ai dit. J'ai déjà donné la solution au problème. La solution, c'est de permettre quand même l'intégration africaine en se disant, si moi je produis le café cacao, Gilbert peut créer la société de transformation du café cacao au lieu que lui aussi se met à produire du café cacao. Le Burkina Faso produit du coton. Une autre, à côté, le Mali ou la Mauritanie peut avoir une usine de transformation du coton. Là, ça veut nous permettre quoi? De nous développer économiquement. Quand nous aurons la puissance économique, là, nous pouvons nous attaquer aux autres problèmes. Aujourd'hui, certains projets de l'Union africaine sont financés par l'Union européenne. Donc, c'est comme si l'Union africaine est l'enfant de l'Union européenne. Comment on peut se développer si on est l'enfant de quelqu'un toujours, si c'est quelqu'un toujours qui décide pour nous? C'est pour ça qu'il y a eu ces problèmes avec Israël. On voulait donner un siège d'observation à Israël. Certains pays ont refusé. Mais si la personne donne l'argent, la personne veut dire, je veux rester pour voir comment vous dépensez mon argent. Est-ce que tu peux dire non? Donc, nous devons vraiment s'attaquer à l'intégration africaine d'abord. Avec l'intégration africaine, nous pouvons faire quelque chose qui peut
changer le visage de l'Union africaine que nous connaissons aujourd'hui. C'est l'avis donc de Madame Mabel Magori également. Elle parlait du Ghana à l'instant. Et il y a de cela quelques heures également, le Ghana avec sa carte d'identité. On peut voyager probablement dans beaucoup d'États africains et c'est aussi l'intégration africaine. Est-ce que vous pensez que cela peut se faire et peut se réaliser avec l'unité africaine que nous avons par exemple? Cela peut se réaliser avec les pays francophones, puisqu'on a toujours des problèmes avec des pays francophones. Monsieur Wadja, c'est une brèche que je suis en train d'ouvrir. Non, effectivement, c'est le problème. Je voulais dire, pour ceux qui ne le savent pas, ici aux États-Unis, pour voyager d'un État à un autre, par avion, tu n'es pas obligé de tenir un passeport. Vous comprenez? Ta seule carte d'identité te permet de voyager, de prendre l'avion et partir. Cela veut dire quoi? C'est ça qu'on appelle liberté de circulation. Pour un Togolais qui quitte le Togo pour se rendre en Éthiopie par exemple, si nous sommes dans une Union africaine, moi je mets toujours l'Union africaine là entre guillemets parce que je le dis, elle n'est pas encore une Union africaine. Si elle est vraiment une Union africaine, est-ce que, oui, est-ce qu'on a besoin de faire un passeport à un Togolais pour se rendre en Éthiopie par exemple? Non. Il faut mettre des directives. Et chaque pays, on n'a même pas besoin de prendre tout le temps pour faire ça. On prend une décision comme on venait de parler du passeport africain. On vient faire un discours, on sort des gros mots avec le gros français, on dit qu'on prend cette décision et puis, on fait 5 ans, on n'entend plus rien. La décision n'est pas mise en activité, on n'a pas véritablement vu quelque chose de concret par rapport à ces mots qu'on dit et on veut nous faire croire chaque jour qu'on est en train de travailler. Moi je me dis, ces chefs d'État qui font 10 ans de mandat, d'autres font 20 ans, 25 ans dans leur pays et qui trouvent que c'est insuffisant pour eux, comment est-ce qu'on peut penser qu'ils vont à la tête de l'Union africaine dans un an faire quelque chose de mieux? Donc il faut les sauter. On crée une structure, comme la soeur parlait de secrétariat, moi je dis une commission de l'Union africaine qui dirige véritablement l'Union africaine. Elle se consacre uniquement que de l'Union africaine. Ce ne sont pas les dirigeants d'un pays qu'on va prendre, venir mettre à la tête de l'Union africaine. Ils vont travailler véritablement sur les problèmes de l'Afrique et de l'Union africaine. On ne peut pas prendre des décisions, on ne les respecte pas, on ne les met pas en effet. Les décisions ne sont que des paroles et puis on veut nous faire croire qu'on est en train de travailler. Regardez, comme tu donnes l'exemple du Ghana. Ça c'est une carte d'identité qu'ils ont d'une manière fait ça d'une électronique et c'est officiel. Ça peut leur permettre de voyager un peu partout dans le continent sans souci. C'est un pays qui prend ces décisions. Maintenant, pourquoi est-ce que une organisation qui regroupe tous ces pays-là ne peut pas en elle mettre un système en place, ne serait-ce qu'un passeport unique qui permet à tous les Africains de voyager tranquillement, sans problème? Vous voyez, nous sommes en retard. Et quand les gens, chaque jour, vont venir faire le discours qu'on fait le sommet de l'Union africaine, et puis on ne voit rien de concret. Après avoir fait ce discours, et Macky Sall est parti chez lui célébrer la victoire des Sénégalais, il a oublié tout ce qu'ils ont dit là-bas, il n'y aura rien encore par la suite. Concrètement, qu'on nous dise, après ce sommet de l'Union africaine, qu'est-ce qui a été décidé et qu'est-ce qui a été mis en place? Véritablement, rien. Donc, on traîne trop sur les décisions, on ne fait que faire des promesses, on ne fait que faire des propositions d'idées et que ces idées ne sont jamais finalisées. Donc, finalement, on ne peut pas évoluer avec ce genre de travail-là, vraiment. Nous sommes presque à la fin donc, de cette première partie de votre émission Avis de la diaspora. Alors,
Qu'est-ce que vous, en tant qu'intellectuel résident du côté de la diaspora, vous aujourd'hui, vous avez l'opportunité de faire même des études ici aux États-Unis et vous êtes également acteur de la société civile. Et Madame Magoré, vous êtes également vous faites partie d'un parti politique de l'opposition togolaise. Qu'est-ce que, par exemple, vous, votre parti politique ou votre mouvement que vous soutenez tant peut proposer à l'Union africaine pour pallier et faire face à ces grands défis? J'aimerais commencer à dire que je suis ici en tant qu'analyste politique. Je vais parler pour moi et non pas pour mon parti. Et bien sûr, parce que pour parler au nom de tout le monde, il fallait me donner le thème. J'allais rassembler tout le monde. Ils vont me donner leurs idées. On peut faire une synthèse avant que je ne vienne ici. Donc désormais, on va vous inviter comme membre de votre parti politique. C'est saisi. Allez-y, donc répondez maintenant à la question. Exactement, tu me donnes le thème une semaine, 2 semaines d'avance. Et ma proposition, c'est que l'Union africaine doit rendre les décisions qu'ils prennent sur le papier possibles sur le terrain pour les Africains. La libre circulation, c'est seulement sur le papier. Et c'est juste de traverser la frontière entre Lomé et Ghana à Plao là-bas et tu vas comprendre vraiment qu'il n'y a pas de libre circulation. Permettons d'abord que la population africaine se sente qu'il se trouve dans une union en sautant les frontières. Les frontières sont trop compliquées. Il y a trop de place pour, de fouilles. Alors que si l'Union africaine était vraiment une institution qui fonctionne, il ne devait pas avoir de ces genres de frontières. Quand le Ghana possède une carte électronique, dans l'Union africaine, normalement, si nous avons vraiment cette circulation des jeunes, des personnes, le Ghana n'aura pas besoin d'une carte électronique. Les Ghanéens n'auront pas besoin d'une carte électronique pour se déplacer dans l'Union africaine. La carte d'identité suffit largement. Secondo, c'est ce que j'ai toujours dit, je l'avais dit avant, je le redis encore. Soutenons-nous en tant qu'Africains. Il y a des pays africains qui vont toujours dans d'autres pays pour commander des choses, pour commander des... Bon, il n'y a pas de pays africains qui produisent d'abord des voitures, mais pour commander des habits, commander des chaussures, alors qu'il y a des pays dans l'Union africaine qui produisent certaines choses. Le Nigeria à côté produit beaucoup, mais la dernière fois quand même, le Nigeria a fermé ses frontières aux autres pays africains, ce qui a fait flamber les produits que le Nigeria fabrique sur le marché togolais, béninois. Donc, il faut aussi voir ça. L'intégration africaine doit permettre aussi à ce que certains pays africains, au lieu de faire la concurrence, pensent à déposer des usines de transformation, de vraies usines de transformation de nos ressources que nous possédons et qui va nous permettre au moins d'avoir des devises étrangères pour développer nos pays. C'est ma première proposition. Ma deuxième proposition, c'est que l'Union africaine se dote vraiment d'une armée. Nous avons besoin de nous protéger. Il y a trop d'invasions des armées étrangères sur le territoire africain. La dernière en date qui continue pas à persister, c'est la Libye qui a été envahie. Aujourd'hui, c'est le Mali, c'est le Niger, c'est le Burkina Faso. Et c'est des millions d'Africains qui souffrent du terrorisme, qui est ce terrorisme, soi-disant, des Africains, mais qui est protégé par les puissances étrangères. Donc, il y a besoin d'une armée africaine qui regroupe tous les pays africains, qui aura des bases militaires, non pas en Europe, mais des bases militaires dans les pays africains pour protéger les Africains. Et la troisième chose que j'aurais proposée, et que Kadhafi parlait de ça tout le temps jusqu'à sa mort. Oh, pauvre Kadhafi, il a été juste chauffé comme ça parce qu'il voulait faire la monnaie africaine. Nous avons besoin d'une monnaie africaine qui va regrouper tous les forces. Qu'est-ce que la monnaie africaine peut faire? La monnaie africaine peut permettre à certains pays de faire des prêts. Parce que certains pays africains ont vraiment une économie qui grave. Ces pays n'arrivent pas à cotiser au sein de l'Union africaine et ils ne peuvent pas prendre des décisions.
Tu vois, alors que l'Union africaine doit permettre au moins à tous les peuples d'être représentés, à tous les peuples d'être considérés. Mais si nous faisons la monnaie africaine, ces pays aussi peuvent faire des prêts, peuvent se développer, ce qui va permettre au moins un équilibre un peu partout. C'est comme quand tu es aux États-Unis, que New York est riche, tu es à New York, tu vas de New York à Delaware, tu ne sens pas vraiment la différence. Tu quittes New York, Californie, où il y a l'État le plus riche des États-Unis, que tu vives en Californie, que tu vives en Floride, tu ne sens pas vraiment la grande différence. Tu vois, ça va permettre au moins ça et ça peut limiter d'abord la pauvreté. Ça limite aussi les attaques entre deux pays. Tu vois, ce qui se passe un peu partout, Érythrée pauvre qui s'attaque à l'Éthiopie riche, ces histoires-là, ça va les limiter parce que ça va permettre au moins à un partage un peu égal des richesses. Parce qu'aujourd'hui, rappelons qu'il y a certains pays africains qui sont très développés, qui ont de l'argent en surplus et qui se protègent, qui ne veulent même pas de l'immigration africaine au sein d'eux. On a connu même la petite Côte d'Ivoire à un certain moment. Il y a cette histoire d'ivoirianité. Ils ne veulent même pas qu'un Ghanéen, un Burkinabé à côté vienne travailler en Côte d'Ivoire alors qu'il y avait du travail en Côte d'Ivoire. Donc, l'Union africaine doit travailler à cette défi du millénaire. Parce que c'est ce que les États-Unis ont fait pour être un État aussi puissant. C'est ce que l'Europe est en train de copier. Aujourd'hui, les Français vont travailler en Belgique parce que le travail est mieux en Belgique. Aujourd'hui, les Grecs vont travailler en tant que nurse en Angleterre quand l'Angleterre était dans l'Union européenne. Tu vois, et ça permet à ce que au lieu de faire venir les gens de l'étranger, les gens d'autres pays qui ne connaissent pas votre culture, qui ne connaissent pas votre continent pour faire certains travaux, moi, en tant que Togolais, je vais travailler en Côte d'Ivoire dans une spécialité que moi, en tant que Togolais, je connais très bien. Tu vois ça, c'est ça l'intégration africaine, c'est ça que l'Union africaine doit respecter et c'est ce que moi j'aurais proposé. Si un jour je travaillais à la présidence de l'Union africaine, il faut concrétiser les décisions, il faut travailler à l'unité africaine et d'abord il faut penser au peuple africain, non toujours tourner vers ce que les Européens font et copier ça à la lettre. Merci, ce sera votre mot de fin pour cette première partie. Monsieur Ouadja, votre conclusion pour cette première partie de notre émission Avis de la diaspora concernant l'Union africaine face à ces nouveaux défis. Merci beaucoup. Madame Abel a déjà donné beaucoup de propositions qui reflètent aussi les mêmes idées que j'ai eu à développer. Et je dis, il n'y a pas un pays qui se développe lorsqu'il est soumis à un autre État ou à la gouvernance d'un autre pays. Donc on a besoin d'être souverain pour défendre ses propres intérêts. Et je l'ai dit tout à l'heure, lorsque toutes ces propositions que nous faisions concernant l'unité, comment la libre circulation des personnes et des biens, et tout ceci, lorsque ceci sera fait, il faut que l'Union africaine arrive à s'imposer sur le plan international. Je le dis et je le répète. Il n'y a plus un pays normalement qui doit aller, lorsqu'il y a une crise dans un quelconque pays en Afrique, aller parler au nom de ce pays au Conseil de sécurité de l'ONU, dire qu'on envoie une force étrangère pour aller faire la guerre dans ce pays-là. Il faut que les Africains aussi arrivent à décider que c'est ce que nous voulons faire. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire en Libye. Ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas une voix au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, c'est très important. J'insiste sur cette question du Conseil de sécurité de l'ONU. Peut-être ceux qui ne comprennent pas comment le système fonctionne, ils vont se poser des questions. Mais je le dis clairement et en français facile. Lorsqu'il y a un problème au Togo, par exemple, c'est la France, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, qui décide de quoi faire au Togo. L'intervention militaire au Togo est décidée par la France. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que l'Afrique n'a aucune voix pour se faire représenter au niveau international. Et c'est très, très, très malheureux pour nous. Donc, si cela n'est pas fait, toutes ces décisions que nous sommes en train de prendre, ils viendront trouver les moyens de nous bloquer le chemin et on ne pourra jamais arriver. Donc, il faut arriver d'abord à se faire respecter sur le plan international, s'imposer, avoir son mot ou avoir son veto aussi
à donner avant que les gens ne nous respectent. Donc c'est très important. Je pense bien que nos chefs d'État aussi, ils ne dorment pas. C'est vrai, on n'a pas trop confiance en eux quant à cela, mais on les exhorte à travailler aussi durement pour que nous puissions un jour atteindre le niveau où les autres sont aujourd'hui. Mabel parlait de ça, et vous voyez, quand nous sommes aux États-Unis, par exemple, quand tu quittes l'État d'Iowa pour aller dans Illinois, ce n'est qu'une pancarte qui te signale que tu rentres dans Illinois. Ce n'est pas une douane qui t'accueille avec des matraques et tout. Vous payez également les prix de plaque chaque fois. Oui, oui, effectivement. Non, c'est ça, il faut mettre des trucs en place. On met les trucs en place pour qu'on puisse circuler. Quand je quitte le Togo, je rentre au Ghana, ce n'est pas la douane qui va me bloquer là-bas pour 2 heures de temps. Vous voyez un peu, donc c'est malheureusement ce qui se passe en Afrique, et ça fait traîner. Le temps, c'est de l'argent, comme les Américains le disent, le temps, c'est de l'argent, et ce que nous faisons dans nos pays, ça n'encourage même pas l'entrepreneuriat. Ouais, donc c'est ça. Merci Monsieur Wadja, merci à tous. Jeunesse consciente, génération consciente, c'est ici, c'est nulle part ailleurs. Merci infiniment à vous qui nous suivez, qui partagez également cette émission avec les autres émissions disponibles également pour vous sur les ondes d'Afro Web TV, sinon également sur notre chaîne YouTube Afro Web TV. Nous allons faire une pause d'1 minute et revenir juste après pour aborder donc des questions les plus importantes qui intéressent la jeunesse africaine et spécifiquement la jeunesse togolaise. Vous êtes sur Afro Web TV, on revient juste derrière. Ils sont engagés pour la cause commune, celle d'apporter des solutions au monde dont souffre l'Afrique. Politologues, sociologues, acteurs de la société civile, acteurs politiques de tous bords, journalistes et analystes politiques donnent rendez-vous chaque mercredi et samedi à 11h Central Time ou 12h East Time pour décrypter l'actualité africaine. Sur Afro Web TV, la voix de la diaspora africaine. Rejoignez-nous sur le www.afrowebtv.com et contactez-nous sur le +1 319 462 89 119 pour donner vos points de vue sur les